Bonjour, eh bien, bienvenue pour cette plénière sur un sujet passionnant et d'une actualité brûlante. Comme beaucoup, j'ai été marqué, moi, cet été, par l'enchaînement des événements climatiques extrêmes, comme disent les assureurs. On ne va pas tous les lister, mais le dôme de chaleur à Vancouver, les pluies diluviennes en Allemagne, les incendies un petit peu partout. Et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine que je suis allé voir le rapport du groupe 1 du GIEC, pas les 3990 pages, mais simplement les 40 pages de conseils aux décideurs. Et c'est vrai que j'ai été marqué par un graphique, page 18 de ce rapport, qui montre que si on ne fait rien, si les émissions globales de CO2 continuent à progresser telles qu'elles ont progressé ces dernières années, eh ben, en 2100, les températures pourraient être supérieures de 6 degrés par rapport à celles qu'elles étaient à l'ère pré-industrielle. Donc, comme beaucoup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on change? Comment on change? Quand est-ce qu'on passe aux actes, entre guillemets? Et ça va être vraiment le thème de cette session. On aura 55 minutes qu'on va articuler autour de 3 grandes questions et avec un panel prestigieux. Donc Geoffroy Roux de Bézieux, qu'on ne présente plus, le président du MEDEF et cycliste émérite, donc forcément un peu écolo. Jean-Marc Borrello, le grand nom de l'économie sociale et solidaire, le leader européen de l'ESS avec Groupe SOS, c'est 20 000 salariés, arrêtez-moi si je dis une bêtise, 1 milliard d'euros, plus de 20 000 salariés. C'est le premier bistrotier de France, il ouvre 2 cafés par semaine, il a des écoles pour filles en Afghanistan, il a des centres pour d'aide aux jeunes, des EHPAD, etc. Voilà, il est un petit peu partout. Eva Sadoun, pareil, on ne présente plus, entrepreneuse, l'ITA et coprésidente du mouvement Impact France. Et Xavier Jaravel, donc vous êtes professeur d'économie à la LSI, vous êtes également membre du CAE, c'est cet aréopage d'économistes qui conseille le gouvernement, et vous avez été élu cette année meilleur jeune économiste, donc c'est le prix décerné chaque année par le journal Le Monde et le Cercle des économistes, et vous rejoignez un palmarès très prestigieux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence avec la première question. Chacun de nos intervenants va répondre à cette première question que je vais leur soumettre. Et ensuite, vous avez l'application Klaxoon qui doit vous permettre normalement de poser vos questions. Donc, après cette première question, les réponses de nos invités, je poserai quelques questions qui viennent de la salle. Donc, je vais me tourner vers Geoffroy Roux de Bézieux d'abord. Le titre de cette plénière, c'est Transition écologique et sociale, comment passer de la parole aux actes. En quelque sorte, on sous-entend un petit peu que du coup, on en est encore à l'ère de la parole. Il y a toujours cette méfiance un petit peu vis-à-vis de l'entreprise sur ces questions-là. Sous-entendu, l'entreprise ne fait rien, ne fait pas assez ou ne fait pas encore suffisamment. Ou alors, quand elle fait, on dit souvent, c'est du greenwashing, c'est pas bien, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et en quoi ce défi, il est différent de celui que les entreprises peuvent connaître d'habitude? Bonjour à tous, merci Eva, merci, je vois pas, il est là, Jean, m'avoir invité. Je vais commencer par une parole. Hier, j'étais, avant-hier, j'étais donc à la REF, qui est l'université ex-université d'été du MEDEF, donc j'ai fait mon discours de rentrée et j'ai maman dit, mes amis, il va falloir changer complètement tout ce qu'on sait faire depuis 200 ans dans le capitalisme. Il va falloir changer de nouvelles productions, il va falloir inventer le capitalisme décarboné. Ça n'a pas été la phrase la plus applaudie du discours. Ils n'ont pas pleuré, mais enfin, j'ai pas vu les gens avec la banane. Alors pourquoi je dis ça? Forme un peu de provocation. Émeric qui était là, il l'a vu. Ça n'a rien à voir avec toutes les autres transitions. Parce qu'au fond, il n'y a pas plus darwinien, il n'y a pas plus flexible, il n'y a plus adaptable que l'économie de marché. Et donc, il y a eu toutes les révolutions technologiques que vous connaissez. Mais produire, voyager, consommer, se déplacer, ça émet du CO2. C'est un principe chimique de base. Et là, on nous demande, alors soit d'arrêter de produire, de consommer, etc. Ça, c'est la stratégie décroissante. Je ne pense pas que ça soit celle qui soit possible pour plein de raisons, y compris la majorité de nos concitoyens n'est pas prêt à le faire. Et puis, il y a trouver d'autres moyens de production. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça existe. Dans beaucoup de cas, pas partout, les technologies existent. Mais elles coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Alors, pas partout aussi, mais bon, il y a des choses qui sont maintenant disponibles. Pour prendre un exemple tout bête, un des premiers émetteurs de CO2, c'est le ciment.
Le ciment décarboné ou moins carboné, ça existe, mais il coûte 30 à 40% plus cher. Et du coup, ça m'amène à 3 réponses à votre question. Comment passer des paroles, mon discours d'avant-hier, aux actes? Il y en a une première, alors ça va peut-être vous surprendre de la part du président du MEDEF, il faut de la régulation, et surtout, il faut de la régulation prix. C'est-à-dire qu'en gros, si on fait des choses simples, et je suis sûr que vous serez, j'ai pas retenu votre prénom, pardon, Xavier, c'est ça, ouais, mieux qualifié que moi pour expliquer, il faut qu'on rende l'investissement dans la transition rentable, comme il ne l'est pas, il faut qu'il y ait un prix du CO2, il faut qu'il y ait la régulation prix qui nous amène à faire cet investissement. Ça ne peut pas marcher autrement, donc ça c'est très important. Et il faut qu'elle soit, alors évidemment on rêve tous d'un prix du carbone mondial, mais je pense qu'on n'est pas naïf, donc il faut qu'elle soit au minima aux frontières de l'Europe. J'ai cité un chiffre qui est quand même important. La France a baissé ses émissions carbone de 10% depuis 10 ans. Alors évidemment, on peut penser que c'est insuffisant. C'est d'ailleurs insuffisant pour atteindre les objectifs de Paris. Rappelons qu'il faut les diviser par 4 à 5 pour arriver à la neutralité carbone. Mais pendant le même temps, la Chine et l'Inde ont augmenté de plus de 30% leurs émissions carbone. Donc on ne peut pas avoir ce qu'on appelle les fuites de carbone. Et donc c'est pour ça que là aussi, ça surprend de la part du MEDEF, mais on soutient la taxe carbone aux frontières. C'est la seule manière d'équilibrer la concurrence. La deuxième chose, je trouve, qui n'est pas assez dite, c'est le consommateur. Parce qu'en fait, une entreprise, elle est soumise à des influences. Il y a l'influence de ses actionnaires, l'influence de ses salariés et l'influence de ses clients. Les actionnaires, même les plus, financiers d'entre eux, y compris les boîtes cotées, qu'à lire la lettre annuelle de M. Larry Fink de BlackRock, commence à mettre la pression. Le premier actionnaire boîte cotée. Et puis, bon, les actionnaires familiaux s'inscrivent dans la durée. Les salariés, surtout les plus jeunes, commencent à mettre une grosse pression. Vous allez voir ce qui se passe dans les grandes Total qui n'arrivent plus à recruter des ingénieurs parce que les gens ne veulent plus aller bosser dans les hydrocarbures. Mais là où c'est plus compliqué, c'est les consommateurs. Parce que dans toutes les études, ils vous disent je préfère acheter un produit qui respecte la planète, je ne prendrai pas le train, je prendrai pas l'avion quand je peux prendre le train, j'éviterai de prendre ma voiture. Et puis dans la vraie vie, alors parfois pour des bonnes raisons de pouvoir d'achat, qu'on peut comprendre, parfois pour des mauvaises raisons de je ne sais pas quoi d'ailleurs, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Pour ça d'ailleurs que, alors j'ai lu le manifeste, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça, nous on est favorable au score carbone. En tout cas moi, à titre personnel, peut-être pas nous, mais en tout cas moi, parce que c'est une manière de signaler aux consommateurs la conséquence de ces choix d'achat. Parce qu'au final, on est tous acteurs de cette transition. Et puis un dernier point, je m'arrêterai là, et je pense que c'est le plus important. J'ai parlé de la Chine et de l'Inde. Pourquoi l'Europe, et singulièrement la France, est plutôt en avance, contrairement à ce qu'on croit sur la transition, on est le 5e pays en émissions par habitant. Alors, on n'est pas le premier, mais enfin, il y a 300 pays. Parce qu'on est une démocratie. Et qu'en démocratie, les acteurs économiques sont soumis, heureusement d'ailleurs, à de bonnes influences. Mais, comme vous le savez, le reste du monde n'est pas une démocratie. Et malheureusement, la liberté et la démocratie reculent dans le monde. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la transition, elle se fera aussi sous la pression des opinions publiques. Et que malheureusement, et ça, je n'ai pas la réponse. Nous, on va passer des paroles aux actes en Europe, en France. Pas assez vite, pas assez. Je suis sûr qu'Eva trouvera qu'on ne va pas assez vite, mais elle est parfaitement dans son rôle. Et le problème, c'est la Chine, c'est l'Inde. C'est des pays qui n'ont pas exactement les mêmes systèmes que nous et où la pression sur les entreprises ne s'exerce pas du tout de la même manière. Je ne parle même pas de la pression sur les dirigeants. Et autant sur les deux premiers, je vois les solutions se dessiner. Autant sur la troisième, je vous partage mon inquiétude. Et ce qui s'est passé à Kaboul depuis le 15 août n'est pas pour me rassurer. Je vais passer la parole à Eva, peut-être. Est-ce qu'on a entendu Geoffroy Roux de Bézieux qui disait qu'on va passer de la parole aux actes, que les entreprises font déjà beaucoup? Est-ce que c'est votre sentiment à vous? Alors, je pense que le problème ne réside pas nécessairement dans l'intention ou la conscience de la question écologique, même s'il y avait encore certains sceptiques il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, il est clair que la conviction que le monde se réchauffe et qu'il faut changer nos manières de faire est plutôt partagée par tous.
Dans votre discours, j'étais présente, du coup, vous parliez du mythe de la caverne de Platon, justement, et qu'on était en train d'apercevoir la lumière, mais qu'on avait peur d'y aller. Moi, la peur que je ressens n'est pas seulement la peur écologique, c'est la peur de remettre en question les règles du jeu. Les règles du jeu, aujourd'hui, malheureusement, pour moi, c'est un socle encore législatif qui encadre beaucoup trop l'économie et qui ne lui permettent pas d'aller dans le sens de la transition écologique et sociale. Et ça ne vient pas que de la loi, ça ne vient pas que des personnalités politiques, mais ça vient du modèle aujourd'hui dominant, parce qu'on parle beaucoup de capitalisme décarboné, etc. Moi, j'ai envie qu'on se questionne sur ce modèle en tant que tel. Sans reprendre les propos d'Einstein, on se pose la question, est-ce que c'est réellement possible, avec les manières de faire d'hier, de répondre à cette nouvelle problématique? Et je ne pense pas qu'on puisse parler de la question écologique sans aborder la question du partage de la valeur, du partage du pouvoir, du leadership, de la représentativité. Parce que sur ces sphères-là, si la question écologique, elle, est au cœur, j'entends peu encore aujourd'hui, même dans les discours, la question de réduire les inégalités. D'ailleurs, on le voit dans les thèses de Jean-Marc Jancovici, qui montrent que dans tous les cas, la productivité va baisser, nécessairement, du coup, l'EBITDA des entreprises va baisser, mais il y a un moyen, en fait, déjà, qu'il faut déjà intégrer pour que les salariés, pour qu'on ne crée pas de crise sociale à cause de la transition écologique, c'est déjà de réduire les écarts de rémunération ou des écarts le partage de la richesse. Déjà, ça, c'est le premier levier pour déjà passer la prochaine année sereinement et se dire comment est-ce qu'on va faire cette transition. C'est aussi le moyen de former des gens à des emplois verts, à des emplois de transition, pour pas que ce soit encore certains qui se retrouvent sur le carreau. C'est remettre en question le leadership aussi, je pense, sans vouloir être essentialiste ou vouloir cibler une partie de la population. Je pense que naturellement, quand on n'est pas dans une forme d'urgence soi-même, c'est compliqué en fait. L'empathie, c'est un phénomène qui ne se produit pas quand nous-mêmes on n'est pas touchés les premiers. Et c'est vrai que quand on a évolué dans certains milieux, dans certains endroits, qui même en regardant le rapport du GIEC ne vont pas être les premiers qui vont être recouverts par l'eau, c'est compliqué en fait d'avoir cette urgence-là. Donc déjà partager le leadership, intégrer dans ce leadership-là davantage de représentation, parce que même si les scores, notamment en matière d'égalité femmes-hommes dans certaines entreprises, sont très élevés, est-ce qu'on a une femme présidente aujourd'hui du CAC 40 aujourd'hui qui reste plus de 2 ans? Est-ce que aujourd'hui dans les COMEX... Catherine McGregor. Pardon? Catherine McGregor. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas grand-chose. Voilà. Enfin, je pense qu'on doit dépasser l'anecdotisme si on veut être capable de dire qu'on fait réellement une transition. Donc il y a effectivement un travail à faire autour de ça. Et effectivement, il faut être capable d'être aussi transparent et d'accepter de... Parce qu'on parle beaucoup du consommateur et aussi de son pouvoir, de ne pas laisser effectivement le pouvoir qu'aux États. La régulation, nous, c'est quelque chose qu'on défend formellement chez Mouvement Impact France. On pense que le socle fiscal et le socle réglementaire est capable d'orienter les pratiques économiques, si c'est fait de manière, et là on partage notamment le point de vue sur la taxe carbone, mais encore plus loin, nous, on pense qu'il faut même orienter toute la fiscalité aux entreprises, de la diminution des impôts de production, à la diminution de l'impôt sur les bénéfices, à également les principes de cotisation sociale, en mettant des vraies contreparties, parce que quand on dit ça, ensuite on nous rétorque ce qui s'est passé avec le CICE, etc., mais il n'y avait aucune contrepartie qui avait été demandée. Donc naturellement, les patrons vont davantage réduire et améliorer leur balance commerciale que employer davantage de personnes. Donc il faut derrière des contreparties, et pour ça, il faut être capable d'être transparent. C'est pourquoi notamment l'index social et écologique qu'on demande est pour nous essentiel. Les indicateurs financiers, un des intervenants le rappelait hier, sont aussi des indicateurs qui sont subjectifs. Et en tant qu'entrepreneur, on le sait, et parfois nos indicateurs financiers ne sont pas toujours révélateurs réellement de l'activité économique et également de la santé de l'entreprise. Il faut être capable aussi d'avoir une vraie autorité autour de ces indicateurs d'impact. Et c'est également quelque chose qu'on défend. Et repenser aussi, même revenir juste, et pour clôturer cette première partie d'intervention, à l'idéologie même. Et là, vous en parlerez, je pense mieux que moi, mais on nous apprend quand même quand on fait des écoles de commerce, et on nous le rabâche, que c'est la croissance qui va nous permettre d'avoir de la croissance du bien-être, la croissance de l'emploi. Et ça, si on regarde les chiffres aujourd'hui, on se rend compte que ces indicateurs-là ne sont plus du tout liés à la croissance du bien-être et à la croissance de l'emploi. Et plutôt que de parler de décroissance, accroissance, machin, j'ai envie de parler de vraie croissance et de prospérité. Et ça va être ça l'enjeu, pour moi, du siècle. Ça va être de retrouver de la prospérité grâce à la transition écologique et d'avoir un récit aussi positif de cette transition, parce que, en tout cas, pour la plupart des gens, je pense qu'elle peut être vécue plus positivement que le libéralisme de ces dernières années qui nous a fait perdre quand même 2 millions d'emplois depuis les années 80. Merci.
Jean-Marc Borrello, je me tourne vers vous. Vous avez entendu Eva Sadoun dire qu'il faut faire des limites dans les salaires. Vous, chez Groupe SOS, le ratio, il est de 1 à 15, 1 à 20 entre le plus bas et le plus gros salaire? Bonjour, le ratio il est de 1 à 15. 1 à 15, voilà. Là où on peut être à 1 à 120, 150, 200 dans une boîte du CAC 40. Là où chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas essayé d'ériger un modèle et je n'ai jamais prétendu qu'à partir de l'expérience du groupe SOS, il fallait de la réglementation. Y compris d'ailleurs quand je présidais le mouvement des entrepreneurs sociaux, aujourd'hui formidablement incarné par nos deux amis. Le sujet, c'est que, alors effectivement, quand j'écoutais Geoffroy, alors nous sommes une entreprise un peu particulière puisqu'il n'y a pas de capital, il n'y a pas d'actionnaires pour aller vite. Néanmoins, le groupe fait 15% de croissance depuis 15 ans. Nous avons effectivement 22 000 salariés, 1,2 milliard de chiffre d'affaires annuel et on continue à se développer, y compris en temps de crise, à peu près au même niveau. L'écart de salaire est limité et une fois que la gouvernance est collégiale quand ils seront débarrassés du fondateur, et donc on passera d'un modèle autocratique qui a fait ses preuves à un modèle collégial auquel je souhaite évidemment tout le bonheur du monde et que j'ai d'ailleurs instauré. Mais une fois qu'on a dit tout ça, je suis très exactement dans la situation de mon voisin de droite. C'est-à-dire que toute la journée, j'arbitre des choses difficiles entre l'impact social, l'impact économique et l'impact environnemental. Et à la fin de l'histoire, malgré cette organisation atypique, malgré l'absence des affreux actionnaires, eh bien, nous sommes confrontés très exactement aux mêmes difficultés que toute entreprise qui emploie plus de 20 000 salariés et qui se développe rapidement. C'est-à-dire que pour aller vite, j'ai le sentiment souvent d'être moyen ou médiocre en tout. Parce que je ne peux pas aller aussi loin que ce que mes camarades activistes et responsables de la transition écologique chez SOS voudraient. Évidemment, le directeur financier hésite régulièrement à me signaler au procureur de la République pour prendre des options qui, de manière évidente, vont à l'encontre des résultats de l'entreprise. Et évidemment, les syndicats considèrent que même si je suis un salarié comme eux, je représente un infâme patron au corps spongieux, gorgé du sang des travailleurs, pour une rhétorique qui leur est ancienne. Et dans la réalité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous avons les mêmes sujets et j'allais dire, en période de crise, le groupe SOS gère un certain nombre d'hôpitaux, plus d'une centaine de maisons de retraite, donc en plus des écoles de filles en Afghanistan. Donc vous l'avez repéré, on avait choisi stratégiquement les dossiers qui étaient faciles pour cette année. Et évidemment qu'en période de crise, objectivement, alors la finance est interdite de séjour, parce qu'évidemment, s'il avait fallu gérer la crise Covid avec les financiers, on aurait eu 3 fois plus de morts. Dans les cas comme l'Afghanistan, je dois vous avouer que si quelqu'un peut prendre l'avion, je rêverais d'affréter un avion en ce moment, là, plutôt que de passer ces 15 derniers jours qui feraient Abu Dhabi, Paris, et je suis prêt à bouffer la cargaison annuelle de kérosène du groupe SOS, parce que le sujet, c'est de faire en sorte que les gens sauvent leur vie, et que donc, objectivement, le kérosène ne me paraît pas prioritaire depuis 2 semaines. Et donc, la réalité d'un entrepreneur, c'est qu'on passe son temps à faire en sorte de faire au mieux possible dans chacun des sujets. Et objectivement, je serai parfaitement à l'aise avec des actionnaires. J'ai aucun sujet avec la détention de l'entreprise. Il se trouve que j'ai créé ce machin sans actionnaire parce que j'en avais pas et que sur un projet aussi fou, personne n'aurait mis 1 euro. Donc je me dis, avec une assoce, c'est sympa, il faut 4 copains, ils ne prennent pas de risques et on peut lancer le truc. C'était il y a 36 ans. Mais objectivement, il faut créer de la richesse pour pouvoir la distribuer. Et dans ces 35 ans de vie professionnelle, objectivement, la distribuer n'a jamais été le plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'abord de la créer. Évidemment que le choix des statuts est important et on a tous à gagner
en s'inspirant les uns des autres. Moi, j'ai choisi un modèle qui est ce qu'il est, et en même temps, quand on a créé le mouvement des entrepreneurs sociaux et que j'en ai été élu le premier président, la première chose que j'ai dit à mes camarades associatifs, mutualistes, coopératifs, c'est « les statuts ne font pas la vertu ». Évidemment, ça m'a valu un enthousiasme à peu près du même niveau que toi quand tu dis qu'il faut réformer le business plan. Et non, les statuts ne font pas la vertu, et pour ceux qui n'avaient pas compris, j'ai expliqué que fonctionnaire, j'avais contrôlé des associations de malfaiteurs, des coopératives d'imbéciles et des mutuelles qui coûtaient 3 fois plus cher que des assurances privées. Que donc le sujet n'était pas le statut d'origine, mais plutôt la mesure d'impact. Et qu'il y avait des entreprises parfaitement privées, parfaitement lucratives, qui gagnaient de l'argent, qui traitaient bien leurs salariés, qui avaient un impact positif sur leur environnement. Les choses ont avancé. Le ministre de l'économie sociale s'appelait Benoît Hamon à l'époque. On a réussi, et hommage à Benoît Hamon, il a quand même entendu, et dans la loi Hamon, il est prévu que des entreprises qui ne sont pas statutaires puissent être considérées comme des entreprises sociales. Maintenant, il y a prescription, donc on a un peu ramé, on s'est beaucoup disputé, mais il a fini par l'inscrire dans la loi. Et il y avait pour moi un deuxième sujet, pour revenir sur ce que disait Eva, et la loi doit permettre. Je ne suis définitivement pas, contraignant. D'autres diront libéraux, d'autres diront libertaires, mais en tout cas, pour moi, le rôle de la loi, c'est de rendre les choses possibles. Et objectivement, l'économie sociale avait fait un pas avec la loi Hamon vers l'économie classique. Avec Olivia Grégoire et avec la loi Pacte, l'idée c'était de permettre aux entreprises qui le souhaitaient de faire un pas vers les méthodes de l'économie sociale, de se fixer des objectifs, entreprises à mission, etc. Donc, rendre les choses possibles pour un vieux spécialiste des politiques publiques, c'est la meilleure place de l'État. Je crois à la pédagogie, je crois à la conviction, je crois qu'on doit aller vers les citoyens, leur expliquer, parce qu'objectivement, quand on a décidé à SOS qu'on remboursait les forfaits vélo, j'ai quand même quelques camarades qui sont venus me dire « t'es gentil, mais moi j'ai 42 ans, je ne me mets pas au vélo et donc je veux toujours ma voiture de fonction ». Et évidemment que ce n'est pas si simple. Et évidemment qu'on peut construire en microéconomie. Alors, je suis extrêmement heureux de vous rencontrer. Voilà, justement, c'est parfait. Vraiment, je suis très heureux, je suis impatient. Je vais la fermer pour vous écouter parce que ça fait 30 ans qu'on me dit à la fin de ce que je dis, mais ton truc c'est bien, mais c'est de la micro. J'ai dit, c'est de la micro. Je gère une entreprise, je vois un peu ce qui se passe. Je dis, non, mais il faut une analyse macro. Et alors, depuis que je t'écoute, toi, je me dis, on n'est pas si con chez les micros. Alors, je la ferme et on lui laisse la parole. Voilà, c'est parfait. Donc moi, je peux... Xavier Jaravel. Je vous laisse répondre à Jean-Marc Borrello. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. En quelques minutes, difficile de faire honneur à ce vaste sujet, d'autant que beaucoup a déjà été dit. Donc je vais peut-être mettre en avant surtout une idée qui est celle de l'objectif de long terme, derrière lequel précisément on peut se rassembler, avoir un débat, faire de la pédagogie. Et donc effectivement, sur la partie transition écologique, on voit que le débat est encore actif. Il y a plein de leviers qui sont en partie utilisés, qui suscitent d'autres questions. On parlait de l'ajustement carbone aux frontières, de l'impact sur les consommateurs, des compensations éventuelles. On peut effectivement s'inquiéter, on doit s'inquiéter. On voit le dernier rapport du GIEC, on voit que les progrès sont visiblement trop lents, y compris en France, mais progrès il y a quand même eu. Et donc ce qui me semble, c'est qu'il y a le fait qu'on ait cet objectif de long terme sur les émissions a une vertu énorme qui est de permettre un débat entre les uns et les autres avec des avis différents. Les avis restent parfois différents, mais on a cette approche constructive, itérative. On fait des petits pas, mais mon sentiment, c'est quand même qu'on peut aller assez loin comme ça et que justement, chacun, on peut s'engager au niveau micro pour contribuer à cet objectif macro. Et on a une sorte de boussole macro. Cette boussole macro, il me semble qu'on l'a probablement moins dans la partie croissance inclusive. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on entend par là une distribution des revenus qui soit davantage égale au sein d'une entreprise ou au niveau macro? Est-ce qu'on entend une question de mobilité sociale? Et il me semble que sur ce point-là, en fait, la France est singulièrement en retard par rapport à plusieurs autres pays comparables, notamment les États-Unis, l'Angleterre, qui ont des outils de mesure en fait beaucoup plus fins.
s'agissant notamment de la mobilité sociale, et qui permettent de renouveler les diagnostics et d'identifier précisément les leviers qu'on peut mobiliser au niveau micro pour avoir un impact au niveau macro. Donc si vous regardez des questions très simples comme le niveau de mobilité sociale en France, comment a-t-il évolué au cours des 20-30 dernières années? Quelles sont les entreprises qui ont permis de favoriser cette mobilité sociale? C'est plutôt des grandes entreprises ou des petites entreprises? C'est plutôt l'entrepreneuriat ou d'autres choses? Il y a en fait un déficit de diagnostic en France, et notamment parce qu'on n'a pas accès aux données publiques. C'est notamment le cas pour les chercheurs, mais c'est le cas plus généralement. Et donc là, il me semble qu'il y a un enjeu assez fort et assez clair pour poser un meilleur diagnostic et avoir un objectif de long terme sur, me semble-t-il, un objectif largement partagé par tous, c'est la hausse de la mobilité sociale, qui peut être vertueuse à la fois pour la croissance et pour la réduction des inégalités. Et donc c'est cette idée-là que je mettrai notamment en avant, et je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur la question des leviers, et donc sur ça aussi il y a des choses précises à faire. Merci, justement, c'est une transition idéale. Peut-être avant, est-ce que je ne vois pas de questions qui viennent de la salle sur mon retour écran, donc on va continuer, allons-y. Et donc je vous propose de parler maintenant des leviers, justement. Voilà, comment est-ce qu'on peut réussir à changer, à évoluer? Est-ce que c'est on a bien entendu que vous étiez contre la contrainte, Jean-Marc Borrello, et qu'il fallait quand même pas laisser pas mal de libre arbitre, mais quel est le rôle de l'État dans tout ça? Vous avez, Geoffroy Roux de Bézieux, abordé la question du consommateur. Est-ce qu'il est prêt à payer plus cher? Est-ce que pour construire ma maison, est-ce que le consommateur est prêt à payer son ciment 30 ou 40% plus cher? Voilà, je veux bien vous entendre là-dessus. Voilà, quelle est la place de l'entrepreneur? Quelle est la place du management? Quelle est la place de l'actionnaire? Vous avez parlé de Larry Fink, le patron de BlackRock. Des fois, on dit qu'il y a une forme de dichotomie entre ce que peut dire Larry Fink dans sa lettre annuelle et ce que disent ses analystes aux entreprises cotées. Des fois, il y a une forme de grand écart qui s'instaure. Donc, quel est le rôle des actionnaires? Et puis aussi, quel est le rôle des pouvoirs publics? Il y a un grand texte qui est en préparation au niveau européen en ce moment, c'est le Fit 55 sur la réduction des émissions globales de CO2. C'est un espèce de Moloch administratif. Est-ce que c'est pas très contraignant pour vous? Est-ce que c'est la bonne chose? En fait, je vais répondre à la question qui est marquée là. Il y a une très bonne question. Alors, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui le MEDEF des entreprises du mouvement Impact France? Non, parce que pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marc, je suis assez d'accord avec ça. En fait, je vais faire un peu de provocation. Vous savez, Lénine disait il y avait l'avant-garde du prolétariat. On était il y a plus d'un siècle. Et en fait, vous êtes un peu l'avant-garde des entrepreneurs. Allez. Mais pourquoi je dis ça? Bon, avec le sourire, il y a un continuum d'une certaine manière. C'est pour ça que j'ai trouvé que la remarque de Jean-Marc sur, au fond, l'actionnaire, oui, non, c'est pas ça qui change forcément. Et vous êtes là pour entraîner tout le monde. Enfin, je dis vous collectivement, en tout cas, mais ceux qui ont un statut ou pas, parce que je pense aussi que le statut n'est pas la vertu, pour entraîner tout le monde. Bon, le MEDEF, c'est 190 000 entreprises, beaucoup d'entreprises dans des business models au moins anciens et peut-être amenés à disparaître. Et quand vous dites à quelqu'un que dans 30 ans il va mourir, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile d'ailleurs à dire aux patrons, mais c'est pas toujours facile à dire aux salariés. Parce que au final, elle lui dit l'usine Bosch de Rodez qui fait des moteurs diesel, qui est le principal employeur de Rodez, ou à Tulle, j'ai oublié le nom de l'usine qui est en train de fermer, qui fait des carters, qui ont dit les voitures diesel, on n'en veut plus, donc les gars, ils veulent faire autre chose et qui ont fait ça toute leur vie. Le dialogue n'est pas exactement de la même nature. Là, on est sur du macro-micro, mais version un peu négative. Donc tout ça pour dire que y a un continuum, qu'à l'intérieur du monde des sociétés avec actionnaires, il y a aussi des grosses différences. Parce que quand vous avez un actionnariat coté qui vous met une pression tous les trimestres, quand vous avez un fonds de LBO qui vous met une pression tous les 5 ans, on va dire, quand vous avez un capitaliste familial qui vous met une pression sur 30 ans, enfin j'ai une pression, mais enfin qui résonne à 30 ans, ou que vous êtes un entrepreneur comme moi qui dépend de personne, qui a créé sa boîte et voilà, qui n'a pas forcément envie de la transmettre à ses enfants, ou à ses banquiers, ça peut m'arriver, mais ça sera un accident. L'horizon de temps n'est pas le même. Donc après, les leviers, pour répondre à votre question plus directement, d'abord il y a l'exemplarité. Raconter des histoires d'entrepreneurs qui réussissent à transformer le monde, j'espère que ça fait rêver les jeunes, ça fait rêver les entrepreneurs, ça fait rêver tout le monde. Et c'est une manière positive de la chose.
Deuxième chose, oui, je suis assez d'accord avec Jean-Marc, il faut permettre les avancées, il faut permettre les prises de risques. Mais, alors c'est là que c'est rigolo, parce que c'est moi le libéral qui veut une réglementation et réciproquement, il faut quand même un prix carbone, une législation dure sur le prix, je l'ai déjà dit, parce qu'encore une fois, c'est des investissements massifs qu'on nous demande, et c'est pas rentable, dans beaucoup de cas, c'est pas rentable. Prendre un autre exemple, vraiment, on est dans la sidérurgie, donc il y a pas plus, avec le ciment, c'est ce qui pollue le plus, la sidérurgie. Ben, on sait faire, avec un effort massif sur l'électricité, de l'acier, j'ose pas dire qu'il est vert, mais plus vert, bas carbone. Mais ça coûte un pognon. Alors là, c'est vraiment du capex, pardon, je mets des investissements absolument massifs. Et donc, Monsieur Mittal, si je prends cet exemple-là, il ne le fera que si, à un moment, on lui dit, vous ne pourrez plus vendre d'acier, où l'acier non vert sera pénalisé. Mais il ne faut pas, évidemment, que de l'acier produit dans un endroit où il y a pas les mêmes régulations. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi, parce que la table ronde s'appelle transition sociale et écologique, c'est vrai aussi pour le social. C'est exactement le même sujet. Et ça veut dire quand même, parce qu'il faut qu'on aille au bout de ce raisonnement-là, qu'on va vers peut-être pas une démondialisation, mais une re-régionalisation des chaînes de valeur. Et je vais dire très honnêtement, là, en tant qu'individu, en tant que personne humaine, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Parce que partager aussi des valeurs humanistes dans le monde entier, c'est aussi une chose positive. Là, on peut se replier, vous voyez, sur nos plaques continentales. Donc, je ne sais pas ça. Et puis après, les consommateurs, oui, un gros score CO2, mais pas 15 étiquettes avec des trucs où elle ne comprend rien, des machins, des trucs, sur les produits de grande conso, en disant celui-là, il vient d'un pays voisin ou de France, et puis celui-là, il vient du bout du monde, et donc il n'a pas le même contenu carbone. Ça serait utile. Mais là, on est face à la maladie administrative française. Vous avez 15 logos, personne n'y comprend rien, les ministres se disputent. Enfin, c'est un vaste chantier. Donc voilà, puis après, on a besoin de vous tous, quoi. Et on a besoin... Eva Sadoun, je me tourne vers vous. Sur les leviers, qui c'est qui va faire changer? Est-ce que c'est les entrepreneurs comme vous? Est-ce que qui va changer? Oui. Alors, on parle souvent de contraintes quand il s'agit de mettre de la régulation écologique et sociale. Moi, j'ai envie qu'on change de perspective. Dans la peau d'un entrepreneur social, écologique, comme je suis et comme beaucoup de gens ici, la contrainte, pour moi, elle n'est pas sociale et écologique aujourd'hui. La contrainte, c'est quand le seul truc qui intéresse le commissaire aux comptes, c'est de savoir si dans telle ligne, il n'y a pas quelqu'un qui a fait une erreur de calcul sur la ligne Excel. La contrainte quand on est un entrepreneur, c'est quand en fait on veut transmettre à nos salariés des parts en actions gratuites et qu'on se rend compte qu'on va devoir déverser une tonne et qu'on est incapable financièrement d'être capable de payer la cession de nos actions gratuites alors que nos actionnaires vendent tous les jours leurs actions de fonds en fonds en étant complètement défiscalisés. Moi, la contrainte, je la vois quand je suis obligée effectivement d'aller acheter à tel fournisseur local et que ça me coûte 3 fois plus cher que le concurrent. Ou quand en fait il y a tellement personne qui s'est intéressé dans mon pays au fait d'investir dans des serveurs, je peux pas prendre chez OVH, sinon je vais avoir peur que le truc brûle et que j'ai pas la capacité de me fournir en serveur pendant toute une semaine. Non mais c'est des trucs vraiment très concrets. Pour moi, la contrainte aujourd'hui, c'est la contrainte qui nous force à être dans un système classique. Donc justement, le but aujourd'hui, c'est de libérer les gens de cette contrainte. Et l'autre contrainte d'ailleurs, parce que je pense que beaucoup de start-upers se reconnaîtront là-dedans, c'est quand on est obligé d'aller mentir à nos investisseurs pour leur faire croire qu'il y a une possibilité de cession à notre entreprise, à une boîte qu'on dispute, voilà, qui nous fait vomir au plus haut point pour être capable de lever des fonds pour notre prochaine série A ou série B. Ça, pour moi, ça c'est de la contrainte aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'on vive dans un monde aujourd'hui sans contrainte. Et par quoi ça passe? Et quels seraient ces leviers-là? Déjà, qu'on soit capable d'avoir des actionnaires qui soient des actionnaires vraiment de long terme. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y avait peut-être beaucoup de pression à une certaine époque de l'actionnariat long terme, l'actionnariat familial, mais je pense que c'est celui-là aujourd'hui qui est capable de nous faire des belles choses. Et notamment dans le milieu des startups et de l'innovation, c'est compliqué de trouver des actionnaires à long terme, hein, ça je peux vous le dire. Le deuxième levier qu'il faut lever, effectivement, c'est effectivement de lever, mais j'en ai déjà pas mal parlé, de lever la fiscalité sur les choses qui produisent du bien. Lever la fiscalité aussi sur le partage. Franchement, quand on est en société commerciale,
C'est une machine à gaz, vous vous rendez pas compte le nombre de frais juridiques qu'on a eu pour mettre en place un système de partage de la valeur, de partage des plus-values, de partage de notre capital social, etc. Vraiment, c'est une usine à gaz et ça, il faut vraiment lever cette contrainte-là. Et l'autre contrainte aussi que je pense qu'il faudrait lever, c'est une contrainte qui est vraiment sociologique. J'aimerais en fait retrouver, pardon, mais un peu plus de profils comme moi en fait, dans le milieu de l'entrepreneuriat aussi, d'avoir aussi cet entrepreneuriat que moi je trouve comme étant un levier d'émancipation énorme. Franchement, la seule raison pour laquelle j'ai fait de l'entrepreneuriat et j'ai pas bossé dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu politique ou dans le milieu éducatif ou je ne sais, c'est parce que c'était pour moi le seul levier d'émancipation qui allait me sortir de ma condition de femme opprimée d'une minorité, quoi. Donc je pense que c'est hyper important aussi de lever la contrainte en termes d'égalité des chances qu'il y a dans l'accès à l'entrepreneuriat et l'accès à des hautes fonctions et qu'on arrête, parce que là j'ai vu notamment il y a 2 jours, et pour finir là-dessus, parce que ce que je dis c'est quand même encore vérifiable aujourd'hui, j'ai vu le communiqué de presse sur la nomination de la nouvelle patronne de Solvay. Le titre, c'était l'ex-stagiaire marocaine, maintenant patronne de Solvay. Est-ce que vous avez déjà vu ça sur la nomination d'un PDG homme, alors que c'était une femme qui avait travaillé pendant 30 ans dans une entreprise. Enfin, voilà. Donc maintenant, il faut arrêter, il faut lever aussi cette contrainte sociologique et d'apparat qu'on a dans le milieu de l'entreprise pour être capable de aussi renouveler les modèles. Ça passe par le renouvellement des leaderships. Très bien. Merci beaucoup, Eva Sadoun. Je me tourne vers Jean-Marc Borrello. Le temps tourne, on n'a plus qu'une dizaine de minutes, donc on va faire vite. Jean-Marc, je voulais sur les leviers, j'aimerais vous interroger sur un point particulier. Tout à l'heure, Geoffrey Roux de Bézieux a dit « Total a désormais du mal à recruter des ingénieurs ». Est-ce que chez vous, chez Groupe SOS, vous avez des salariés qui viennent, qui font le choix de venir chez vous parce que justement, c'est un monde différent, il y a peut-être une vision qui est différente et donc il y a quelque chose qu'ils ne retrouvent plus dans l'entreprise capitaliste normale. Est-ce que vous avez ça ? Je vais te répondre en 10 secondes parce que j'ai envie de dire autre chose, comme ça. Voilà. Donc, chez nous, il y a la moitié des promotions d'écoles de commerce qui se battent pour venir travailler plus et gagner moins. Voilà. Donc, je ne peux pas dire beaucoup plus que ça. Sur la question à laquelle tu espérais que je ne répondrais pas, le sujet, c'est qu'il faut être capable de mesurer. On parle d'impact. Le sujet, c'est comment mesure-t-on l'impact? Moi, d'abord, je suis évidemment favorable à la taxe carbone, une taxe très forte pour un sujet d'équité entre les entreprises, et en particulier autant sur l'aspect écologique que sur l'aspect du social, parce que j'aime pas beaucoup l'égalité, mais je suis un fan et un militant de l'équité, ce qui est très... Mais bon, voilà, un peu différent. Le sujet, c'est mesurons les impacts. Alors, moi, je suis ravi que BlackRock s'intéresse aujourd'hui à l'impact positif, mais s'ils doivent rattraper l'impact négatif dont ils sont responsables depuis leur création, il leur faut un bon millénaire. Mais mesurons l'impact social, l'impact écologique, l'impact économique des entreprises. Permettons au milieu universitaire de venir voir ce qui se passe chez nous. On a essayé de créer un think tank qui s'appelle l'Impact Tank, qu'on a créé avec la Sorbonne, Dauphine, Sciences Po et puis le CNAM. L'idée, c'est mesurons chacun des impacts et en fonction de cette mesure, on pourra rectifier le tir, décider ce sur quoi on veut insister, mais le préalable, c'est d'avoir une mesure dont on ne dispose pas. Le groupe SOS, avec ses 700 établissements, les hôpitaux qu'on a récupérés qui sont des passoires thermiques, les dizaines de milliers de bagnoles qui vont des ambulances aux véhicules pour transporter les enfants en passant par tous les sujets du groupe économique, du groupe SOS, on a un impact qui est objectivement, alors je vais dire une horreur, mais je crois que j'ai vu qu'on émettait 46 307 tonnes de CO2 par an. J'espère que je n'ai pas oublié un zéro, mais en tout cas, c'est mesuré dans le rapport développement durable. Et chaque année, on peut dire si oui ou non, on a réussi à s'améliorer. C'est essentiellement l'alimentation, évidemment, les transports, et puis l'international, parce que comme nous sommes présents dans une quarantaine de pays, moi je ne sais pas aller à Cape Town en vélo ou en voilier. Ou alors il faudrait que je fasse un voyage par an. Donc prenons l'ensemble de ces impacts, soyons capables de les publier, et évidemment que nous sommes favorables parce qu'on doit pouvoir mesurer les impacts dans l'entreprise et pas uniquement la rentabilité économique. Et puis objectivement ça m'arrange parce que comme triomphalement on fait 5 ou 10 millions de résultats par an sur 1 milliard de chiffre d'affaires, si j'étais à ta place, il y a un moment que j'aurais été viré. Mais il se trouve
que l'impact économique, c'est on est en situation de payer l'ensemble des salaires, d'investir 100 millions par an et de faire 15% de développement. De toute façon, le résultat et les 5 ou 10 ou 15 millions de résultats, ça permet d'investir, de prendre des participations dans des start-up, je dis ça au cas où parmi vous, il y en a qui cherchent un actionnaire intelligent, et donc de faire grandir l'écosystème, mais ça, avant tout, la mesure et puis l'ouverture de nos entreprises, parce qu'aussi longtemps que chacun décide de la manière dont il calcule son propre impact, ça ne va pas être trop difficile d'avoir des impacts positifs. C'était le principe de la finance responsable à une époque où chacun contrôlait ce qu'il voulait, donc chacun était très bon. Voilà, et tout ça, la solution, c'est, encore une fois, c'est lui là-bas. Voilà, moi je vais partir, c'est tout bon, donc allez-y Xavier. Sans pression aucune, je voulais plutôt vous parler d'une idée, un levier très spécifique qui essaie de combiner précisément le macro et le micro. Donc on peut partir d'une question assez simple qui est de savoir qui sont les entrepreneurs aujourd'hui, qui sont les gens qui contribuent à la croissance par l'entrepreneuriat et par l'innovation, ou qui travaillent dans les métiers de la science, de l'innovation comprise assez largement. Et donc on voit naturellement qu'il s'agit surtout d'hommes issus de milieux favorisés. C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas dans les pays scandinaves, c'est le cas à peu près partout. Et donc il y a toute une série d'études économiques assez récentes qui regardent quels sont les facteurs qui expliquent ces disparités. Ce n'est pas fondamentalement surprenant qu'il y ait ces disparités, on le sait tous, mais ce qui était surprenant, en tout cas pour moi, c'est de voir l'ampleur de ces différences. Dans le cas de la France, si vous prenez quelqu'un dont les parents sont dans le décile supérieur de la distribution des revenus, par rapport à quelqu'un qui est en dessous de la médiane, c'est un rapport de 1 à 10 dans la probabilité de se tourner vers ces métiers de l'innovation. Et en faisant ces études dans d'autres pays avec des données plus détaillées où on peut regarder les trajectoires scolaires, on voit que ces différences, et c'est peut-être ça l'effet le plus surprenant, c'est que ces différences persistent de la même taille quand vous regardez les choses à performance scolaire égale. Donc c'est beaucoup plus une question de savoir qui se tourne vers ces métiers-là, qui a envie de faire de l'entrepreneuriat. Et souvent, quand on parle des entrepreneurs, on voit qu'il y a eu une filiation, les parents étaient entrepreneurs, ou des amis des parents, ou on est dans un écosystème où il y avait les métiers de la science et de l'innovation. Et donc d'une certaine manière, c'est un constat pessimiste, puisqu'on voit que cette relation, on l'observe dans des pays avec des systèmes très très différents. On le voit en Finlande, en France, aux États-Unis, à peu près des disparités de la même ampleur. Et en même temps, c'est possiblement un grand réservoir de croissance et une manière à la fois de réduire l'inégalité des chances et d'augmenter la croissance. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives dans le tissu associatif notamment et dans l'entrepreneuriat social qui montrent très concrètement que ça peut être fait. Il y a aussi des universitaires qui ont travaillé avec ces associations et qui montrent l'effet causal de ces dispositifs. On évoquait tout à l'heure la question de mesure, c'est aussi il faut aller au-delà des bonnes intentions, quel dispositif marche. Et donc là, en l'occurrence, ce qui marche très bien, c'est les questions de mimétisme et de donner l'information relativement tôt, quand les gens sont au lycée, au collège, et notamment les jeunes filles ou dans des quartiers défavorisés. Les gens n'ont pas l'information ou l'envie, mais souvent c'est tout simplement une question d'information. Et donc il y a plusieurs leviers concrets qui peuvent être utilisés, comme le mentorat ou tout simplement des ateliers de courte durée ou des stages avec des entrepreneurs ou dans des entreprises. Et l'enjeu plus général derrière, c'est de pouvoir mobiliser ces talents-là pour l'innovation et pour la croissance. L'enjeu encore plus général, c'est de mobiliser vers les métiers d'avenir, c'est-à-dire au-delà de l'innovation en tant que telle, d'aller travailler pour la croissance verte ou voire dans l'entrepreneuriat social, et donc de d'utiliser en fait, un peu de sensibiliser à ces métiers-là. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'une part le macro. Donc je vais vous laisser avec un chiffre, que si on combine un peu les estimations micro qui montrent l'effet qu'on peut avoir concrètement sur le terrain et avec l'ampleur de ces disparités, si on les réduit, quel impact ça aurait sur la croissance. Donc des modèles économiques qui sont similaires à ce qu'on fait quand on réfléchit au crédit d'impôt recherche. Là, on le fait avec cette approche très différente qui est une sorte de levier de mobiliser les talents plus largement. Et donc, on voit qu'on pourrait, en réduisant les talents, en mobilisant davantage les talents, en gros, augmenter la croissance économique de 0,20 points à horizon 5-10 ans. Et donc, 0,20 points, ça vous semble peut-être faible, mais en fait, c'est très élevé. C'est de l'ordre de 5 milliards d'euros par an, et c'est cumulatif. Et donc, c'est-à-dire que rapidement, c'est le type de réforme qui est plus important même que la réforme des retraites, du seul point de vue de l'équilibre des finances publiques, juste par la croissance supplémentaire qu'elle génère. Et donc, comment mobiliser ça à grande échelle? Eh bien, tout simplement en mobilisant les dispositifs existants, mais en les diffusant plus largement. Donc là, on peut estimer que s'il y avait un budget de l'ordre de 100 millions d'euros,
on pourrait, à grande échelle, ça peut être un peu comme, vous voyez, il y a un programme récent qui s'appelle le plan Un jeune, une solution, vous connaissez, ou Un jeune, un mentor. Il y a des appels à projets qui ont des financements élevés. Et donc là, ça pourrait être de l'ordre de 100 millions par an. Et on a ensuite toute une série de dispositifs qui peuvent être mobilisés et mis en œuvre sur le terrain. Et donc ça permet à chacun de s'engager au plus près de ce qu'il connaît. Et il y a un effet macro à long terme. Et au fur et à mesure, on peut aussi réajouter les dispositifs en fonction de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc je voulais mettre en avant cette idée-là de la stratégie nationale d'innovation par tous. On peut aussi penser à l'échelle européenne, parce que ce problème-là existe plus encore dans les pays d'Europe de l'Est. A été calculé au niveau européen ? Pardon ? Le réservoir de croissance au niveau européen a été calculé ? Non, je n'ai pas fait ce calcul-là, mais ça pourrait tout à fait être fait. Et il serait probablement plus élevé, étant donné voilà, le réservoir plus élevé. Pour aussi réfléchir à les pays francophones, plus généralement, voir ce type de stratégie-là aussi dans les pays de la francophonie. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres leviers. Vous posez une question très large, donc il faut juste mettre en avant cette idée-là. Et voilà. Qui était complètement insoupçonné. Merci Xavier, merci beaucoup. L'heure tourne. Il y avait une question du public qui était très intéressante. Je crois que Geoffroy Roux de Bézieux l'a notée. C'était sur la question des limites. Je l'ai fait de tête parce qu'elle n'est plus affichée. C'est sur la question des limites planétaires. Est-ce que le fait d'avoir des limites, est-ce que le meilleur moyen de ne plus avoir d'impact, ou tout au moins de réduire l'impact, c'est de limiter la consommation et de limiter la production? La question de la décroissance en quelque sorte. Geoffroy Roux de Bézieux. J'ai relevé la question. Non, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Il y avait une question sur. Alors, c'était pas vraiment croissance-décroissance, c'est la production, consommation. Est-ce qu'on peut continuer à Je pense qu'on est quand même arrivé collectivement en Europe occidentale, dans le monde occidental, à une sorte de plafond de consommation. On a tous, dans nos actes quotidiens, à un moment ou à un autre, on se dit, mais là, c'est un peu du délire. Le problème, c'est que c'est pas le cas du monde entier. Et au fond, vous entendez d'ailleurs souvent dans les forums internationaux cette discussion qui n'est pas simple de pays émergents qui disent vous avez consommé et pollué pendant 200 ans, enfin disons depuis le début de l'ère industrielle, entre guillemets, enfin c'est pas dit comme ça, mais c'est notre tour. Et donc vous allez vous restreindre et puis pendant cela, nous on va vous rattraper en niveau de vie. Et ce qui est clair aussi, c'est que si toute la planète vit comme un habitant américain, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin bref, c'est pas possible. 20 tonnes de CO2 par habitant. Donc comment on résout ça ? Je suis sûr que mon voisin de gauche aura des idées, peut-être plus que moi. Bon, il y a certainement quand même des efforts de sobriété individuelle. Ça commence par des comportements individuels, mais on voit bien qu'on peut vite devenir... il y a le phénomène gilet jaune qui arrive rapidement. Et puis, la prise de conscience, elle est forte en Occident, elle n'est pas encore complètement dans les pays émergents, mais ça vient. Et moi, je reviens sur les grands pays... oui, j'ai vu d'ailleurs une question en disant mais c'est le rôle des multinationales. C'est pas vrai. Oui, les multinationales ont des établissements en Inde, en Chine, mais l'essentiel maintenant de la production chinoise, elle est chinoise. Et je prie tous les jours le ciel pour que Xi Jinping mette une taxe carbone en Chine, arrête d'ouvrir des centrales à charbon, parce que c'est quand même là en masse d'émissions CO2 que ça se joue. Sauf que lui, il a 60 millions de nouveaux urbains tous les ans, que s'il fait pas 6% de croissance, il risque de perdre son pouvoir. Donc on est sur des enjeux qui sont vraiment très compliqués. Une fois que j'ai dit tout ça, on a tous un rôle à jouer individuel en se levant le matin et en faisant ce qui est possible pour une consommation sobre et prendre son vélo. Très bien. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux. Pas pour aller en Afrique du Sud. Glisser un mot là-dessus. Je peux juste réagir un tout petit peu sur la question notamment chinoise et indienne, parce que quand j'ai fait le débat également chez vous, ça a été beaucoup remonté et c'est effectivement juste qu'il va y avoir un surplus de consommation dans des États qui se développent. Moi, je pense qu'on a déjà une responsabilité à plus nécessairement tenir ce genre de discours. Dans la mesure où aujourd'hui, quand même... non, mais vous inquiétez, j'ai pas besoin... Non, mais je dis pas ça pour chauffer la salle et tout, mais je dis ça juste parce que très honnêtement, quand on a dominé pendant des années, je pense qu'il faut déjà qu'on ait... c'est pas vous, hein, c'est vraiment plutôt les dirigeants de grosses entreprises, qu'on ait un petit peu de modestie sur le fait que notre temps est venu sur ces questions-là et que surtout quand on voit qu'il y a de nouvelles implantations qui sont encore développées aujourd'hui, de nouvelles plateformes. Il y a une nouvelle plateforme qui a été plateforme pétrolière qui a été ouverte il y a 3 jours. Donc je pense que là c'est pas le
Chinois qui était en train de la poser, cette plateforme pétrolière. Donc ça, il faut juste voilà, un peu de modestie là-dessus, et aussi un peu de modestie sur le fait que l'Inde, clairement, on en parle comme un État en plein développement, mais je veux dire, la consommation de l'Inde n'a pas tant augmenté depuis les dernières années, et surtout, et si on regarde le modèle chinois particulièrement, il a une capacité de transition extrêmement rapide, ce qui est extrêmement différent pour le coup des modèles européens. Le modèle chinois, à partir du moment où il met en place un dispositif, on l'a vu que ce soit sur l'immobilier ou sur la production, sur l'industrialisation, ça se fait comme ça. Donc moi, j'ai plus envie de... la dictature, oui. Hein, comment? C'est l'avantage d'une dictature. C'est l'avantage d'une oui. dictature, voilà. Donc bon, soit. Mais en tout cas, je veux dire, les limites planétaires, ils vont être contraints parce que les risques physiques, je veux dire, on les connaît. Les risques physiques sont énormes. Donc dans tous les cas, ça va freiner l'activité de l'entreprise. Donc les Chinois vont bien se rendre compte qu'il y a plus de... Ils vont devoir produire différemment à un moment donné. Ils le feront du jour au lendemain. Quand nous, on est un peu plus lent à la détente. Donc si on démarre maintenant, je pense qu'on va pas rattraper les Chinois. Très bien. Bah, écoutez, on a largement débordé sur le temps imparti. Je vous propose qu'on s'en arrête là. Donc Xavier, Eva, Jean-Marc, Geoffroy, je vous remercie infiniment pour cette participation. Merci à tous. Vous avez des propositions? Allez-y. Voilà. Ne partez pas. Ah, ne partez pas. Vont être projetés sur l'écran. Voilà, on a encore 2 petites minutes, mais on était très heureux de pouvoir vous présenter les propositions du plaidoyer du collectif Nous sommes demain qui sont en lien avec la thématique de votre débat et de faire très rapidement voter le public qui est venu en nombre pour cette session. Voilà, sur la proposition qu'il verrait prioritaire pour le plaidoyer pour les présidentielles. Donc voilà, vous les découvrez. La première, instaurer... Oui, elles sont là aussi. Instaurer un index d'impôt écologique et social obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Conditionner l'octroi des aides publiques et des investissements de BPI France à une transparence sur des indicateurs d'impact écologique et social pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Le crédit d'impôt transition pour soutenir la transition des entreprises et faire de l'impact social et écologique la clé de voûte de la commande publique en renforçant les dispositions acquises dans le cadre de la loi climat. Voilà, ça fait partie des très nombreuses propositions qui étaient sur toutes les thématiques pendant ces 2 jours. Est-ce que le public a le temps de voter rapidement? Et juste, pendant que le public vote, je voudrais juste remercier M. Roux de Bézieux quand même d'être venu parmi nous, parce que c'est quand même la première fois qu'il y a ce niveau d'échange entre nous, et je trouve ça super. Et ça donne beaucoup d'espoir. Merci beaucoup, en effet. Et donc voilà, très rapidement, on a quand même une vraie tendance sur les 2 premières propositions, avec une petite avance, voilà, sur la première. Excellent. Et puis je sais que vous les avez déjà découvertes, et puis on vous renverra évidemment ces propositions affinées, retravaillées, puisque c'est un travail de longue haleine de très nombreuses personnes depuis 3 mois, qu'on remercie énormément. Elles sont toutes là, elles sont toutes passées pendant les 2 jours. Merci encore infiniment à tous les 4 et à vous, Clément. Au revoir. On va enchaîner tout de suite, on vous le disait, sur la prochaine table ronde. Ne partez pas, on va parler d'économie circulaire.